Salut à tous, merci d'être avec nous, très content de vous retrouver dans cette évidemment émission qu'on espère que vous commencez en tout cas à connaître et à prendre du plaisir à nous suivre régulièrement. Ça se passe, on vous le rappelle, tous les jours du lundi au vendredi. Ça s'appelle le multiplex live de Direct News forcément, et puis une émission bien également qui va se passer cet après-midi à 17h et le vendredi aussi. Là, c'est notre rubrique CCIG. Et puis aujourd'hui, on profite de remercier, c'est l'émission de l'affaire de la FER. Aujourd'hui, on va avoir deux autres invités. On a plaisir d'avoir pour commencer Magali Ginet-Babel, directrice générale des EPI, les établissements publics pour l'intégration. Madame, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis à vos côtés, plaisir également, on le connaît déjà sur cette antenne, Romain Durier, le directeur de CCI France-Suisse, c'est la Chambre de commerce France-Suisse. On a déjà eu l'occasion d'en parler, mais là, cette fois-ci, on va s'intéresser un peu à vos divers problèmes, si l'on peut dire comme ça, dus à cette crise du coronavirus. Comment est-ce que vous l'avez géré et comment, surtout, est-ce que vous allez en sortir? Avant cela, avant de parler de vos métiers respectifs, on va s'enquérir un petit peu de votre santé à vous, peut-être celle de vos proches, et puis également celle de vos employés, parce que vous avez tous des employés respectifs. On va commencer par vous, Madame Ginet-Babel. Alors d'abord, votre santé, vous avez l'air en pleine forme, je vous rassure tout de suite. Est-ce que c'est vraiment bien le cas? Pas eu de soucis, de petits corona comme ça qui traînaient? Non, tout va bien. Tout va bien, tout va très bien. Et pour mes proches aussi. Ouais, tout va bien. Alors, on va s'intéresser bien sûr, par rapport à l'établissement public pour l'intégration, où il y a à peu près 800 personnes qui travaillent. Vous m'arrêtez si les chiffres sont faux, mais c'est ceux que j'ai. Alors là, évidemment, compte tenu du fait qu'il y a eu des éducateurs et évidemment des gens que vous traitez, là, ça a été peut-être un peu plus compliqué, hein. Oui, pour certains, effectivement. Et puis, on a pris aussi, comme vous le dites, j'aurai peut-être l'occasion de présenter un peu plus largement les EPI après, mais c'est une partie de nos activités qui est effectivement en résidence. Et là, les éducateurs doivent être sur le terrain et au moindre symptôme qu'ils présentent, on les a renvoyés chez eux. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de collaborateurs qui ont été mis à un moment donné en quarantaine. Et puis, c'est vrai que sinon, on a 11 personnes qui ont été testées positives, mais ça représente pas, à mon avis, la totalité des personnes qui ont été touchées, parce que c'est vrai qu'on n'a pas testé systématiquement les personnes. On n'a pris aucun risque et on a renvoyé les gens chez eux dès qu'ils avaient le moindre souci de santé qui pourrait s'apparenter au coronavirus. Alors, on peut évidemment tout de suite en parler, parce que vous avez chez vous les éducateurs et puis vous avez ceux qu'on appelle bien évidemment les résidents. On a envie de les appeler des patients, mais ce n'est pas des patients, c'est des résidents. Ces résidents, alors on verra, parce qu'il y a eu toutes sortes de contraintes. On peut imaginer que des gens en situation de handicap ne sont pas forcément faciles à gérer. On va en parler tout à l'heure. Est-ce que parmi eux, il y a eu plusieurs cas? Parce qu'avec la promiscuité, tout ça, on peut imaginer que ça n'a pas dû être facile à tenir, tout ça, hein. Non, ça n'a pas été facile à tenir. Et c'est pas fini. Non, alors écoutez, je touche du bois parce que pour l'instant, dans les résidents, nous avons eu 3 situations avérées de Covid-19 et 3 situations qui aujourd'hui vont très bien, des résidents qui sont en pleine forme aujourd'hui et pas de situation de confinement pour le moment. Donc, on touche du bois. Mais en ce moment, ça va. Romain, voilà. on va en venir un petit peu. Donc, toi, de ton côté, pas eu de soucis de santé, les employés, vous êtes comment en télétravail? Comment est-ce que tu as géré cette situation, Romain? Non, alors la santé est bonne. On s'est appliqué à respecter les consignes de la Confédération, notamment sur la distanciation sociale, les gestes barrières. Et puis on a pris un petit peu les devants le 3 mars déjà, où on a encouragé les employés qu'ils pouvaient à rester au maximum en télétravail, donc à travailler depuis chez eux et à mettre en place un tournus au sein des locaux. Et puis on a rendu le télétravail quasiment obligatoire pour tout le monde à partir du 16 mars, avec une présence d'une personne sur chacun des bureaux. On est sur Zurich, Bâle et Genève, donc avec une présence d'une personne, en tout cas au siège à Genève, une demi-journée, chaque jour en matinée, pour assurer la réponse aux membres et aux entreprises qui ont des questions. Donc on a essayé vraiment d'être très drastique sur ces mesures pour éviter qu'il y ait de la contagion. On a aussi commandé des masques assez rapidement, commandé aussi naturellement tout ce qui est nettoyant pour les mains,
gel hydroalcoolique assez rapidement, début mars déjà, pour être le mieux préparé possible. Alors, on va rappeler que la CCI France-Suisse, hein, vous êtes basé à Genève, bien évidemment, à la route de Chêne, c'est important peut-être de le rappeler. On va s'intéresser à l'EPI, vous l'avez dit tout à l'heure, on va planter un peu ce décor parce que c'est vrai que c'est une association, qu'on a l'impression, c'est une association? Non, c'est une institution publique autonome. Exact, une institution de public autonome. On a l'impression qu'on la connaît parce qu'on voit souvent des camionnettes, des affiches, hein, le nom est connu. Parlez-nous un petit peu comme ça de ce que vous faites concrètement, Madame Babel. Alors, la mission des EPI, c'est vraiment de veiller au bien-être et à l'intégration pour toute personne finalement. Et pour ça, en fait, on a 3 axes. On a un axe qui est celui dont on parle aujourd'hui parce que c'est celui qui est resté en activité, c'est les résidences, où on a environ 360 personnes qui sont hébergées et qui sont des personnes qui présentent des situations, enfin, qui sont en situation de handicap ou avec des problèmes de spectre autistique, soit du trouble psychique, soit de la déficience intellectuelle, soit différentes problématiques, problèmes d'alcool aussi. Donc, ces situations-là, ces personnes-là vivent au quotidien dans ces résidences et là, on doit assurer, si vous voulez, un service 24 heures sur 24 et c'est chez eux. On a une partie et puis on a des activités de centre de jour aussi pour ces personnes-là avec des activités de journée. On a une deuxième partie qui est vraiment la partie atelier. Voilà, qui nous permet là d'offrir en fait à environ 400 collaborateurs la possibilité de travailler. Ils ont un contrat de travail, ils sont rémunérés, mais c'est des rentiers AI. Et puis là, on a en fait toute une panel d'activités, dont des restaurants, dont de la menuiserie, dont du conditionnement, etc. Et là, en fait, vous avez aussi toute cette partie-là qui est avec des personnes qui accompagnent, qui structurent la journée, qui expliquent aux gens comment ils doivent faire leurs activités et qui font vraiment de la production avec des clients. Et puis, on a un troisième pan qui, là, s'ouvre plus aux tout venants, qui sont des personnes qui viennent, qui sont envoyées en général par l'Office cantonal de l'emploi ou l'Hospice général ou l'AI, et qui sont en fait des personnes dans un processus de réadaptation, de réinsertion. Et là, on propose des mesures d'orientation, on propose des mesures d'évaluation, on propose des mesures de mise en situation, de recherche d'emploi, etc. Donc, qui s'adressent plutôt à environ 2000 personnes qui passent par année en fait par nos services. Voilà. Là, on va parler un petit peu. Donc, on peut imaginer que tout ce qui est atelier est arrêté. Et puis le reste, évidemment, le reste, j'ai envie de dire, bat son plein. Alors d'un côté, il n'y a plus de travail, puis de l'autre côté, j'imagine que vos éducateurs, eux, ils n'ont pas trop le temps de dormir, si on peut dire. Vous avez dû même réengager, je vous demande même pas si ces gens-là ont été en chômage partiel, peut-être au niveau de votre administration. Et encore, est-ce que vous avez dû même réengager, du coup, vous étiez suffisamment pour faire face à cette crise? Alors, on a réengagé 10 intérimaires, mais surtout, ce qu'on a fait, c'est que, si vous voulez, on a recentré toutes nos activités sur les résidences. Donc, ça veut dire que notamment des personnes qui étaient en accompagnement dans les ateliers ont été réorientées, réaffectées sur des résidences pour aider, soutenir les équipes éducatives sur le terrain, sur les activités, donc, notamment de journées qu'on a dû offrir aux personnes. On a donc quelque part essayer d'utiliser en fait et de mobiliser toutes les personnes et les ressources que nous avions aussi à l'interne pour renforcer les équipes sur le terrain. Ouais. On verra tout à l'heure si est-ce que vous étiez, on va donner la parole juste à Romain, mais la suite ce sera est-ce que vous étiez prêt finalement à une pandémie comme ça? Est-ce que ça se prépare? Est-ce que vous aviez imaginé ce scénario? Est-ce que vous aviez tout ce qu'il fallait, justement, les masques, le gel, etc. C'est la réponse tout à l'heure. On va juste donner la parole peut-être un petit moment à Romain. Romain, présente-nous. Alors moi, la CCI France-Suisse, je la connais bien. J'aime bien dire, est-ce que c'est le pendant, enfin c'est un peu pareil que la Chambre de commerce genevoise, dirigée par notre ami Vincent Subilia, qu'on profite de saluer. C'est un peu la même chose. Ça veut dire que vos membres, Romain, vous, c'est des membres qui ont des entreprises françaises représentées en Suisse, mais pas forcément, hein, Romain.
Alors effectivement, on a cette appellation de chambre de commerce et d'industrie qui est commune avec les CCI en France, mais qui est commune aussi avec les CCI cantonales ici en Suisse, et en premier lieu avec celle de Genève dont on est très proche. On a un fonctionnement qui est un petit peu le même que celui de la CCI de Genève, c'est-à-dire qu'on est une association de droit suisse à but non lucratif, d'utilité publique. On est autofinancé à 100%, donc on s'autofinance avec les ressources qu'on dégage. Après, on a des prérogatives qui sont différentes d'une CCI cantonale. On a vocation à être actif sur l'ensemble du territoire suisse, mais aussi sur l'ensemble du territoire français pour les entreprises qu'on accompagne. Avec deux grandes missions, comme tu l'as dit Michel, fédérer les entreprises françaises qui sont implantées ici sur le territoire suisse. Et on a à peu près un peu plus de 1000 entreprises françaises, 1000 filiales d'entreprises françaises ici en Suisse, dont un grand nombre sont membres ici à la Chambre. On a à peu près 750 membres. Et donc, on informe, on anime, on fédère, on défend cette communauté de membres. Ça, c'est une des missions essentielles de la Chambre. Et c'est pour ça que la Chambre, d'ailleurs, a été fondée en 1894 déjà ici à Genève. Et donc, ça, c'est la première mission. Et la deuxième mission statutaire, c'est l'accompagnement des entreprises françaises qu'on implante et qu'on développe ici en Suisse. Donc, on les accompagne dans leur implantation et leur développement ici sur le marché suisse, mais aussi pour les entreprises suisses qui vont sur le marché français et qui réalisent des opérations sur le marché français, qui doivent s'y implanter. On a à peu près 1200 filiales d'entreprises suisses sur le marché français, et ça fait de la Suisse un des premiers investisseurs en France, donc c'est tout à fait considérable. Romain, qu'est-ce qu'il a, on va continuer 2 secondes avec toi. Romain, qu'est-ce qu'il y a avec cette crise, quel a été ton travail? On peut imaginer que toutes ces entreprises, évidemment, avec les frontaliers, hein, on ne vit pas au même rythme, c'est 2 pays différents. Nous, on était semi-confinés, la France est confinée, dis donc, mais ça n'a pas dû être, quel marasme, ça n'a pas dû être simple. J'imagine que toutes ces entreprises ont eu plein d'interrogations. Ton travail, ça a été quoi? Surtout de parler avec ces entreprises, les rassurer, les informer de ce qui se passe de notre côté, hein, également. Oui, effectivement. Alors, je pense que c'est lorsqu'on a des crises comme celle-là aussi que nos associations, je pense à la CCIG, je pense à la Fédération des entreprises romandes ici à Genève, on a aussi un rôle essentiel auprès des entreprises, c'est de les informer, c'est de les accompagner, c'est parfois aussi de les rassurer. Nous, de notre côté, on a lancé aussi un grand sondage auprès de nos membres pour voir comment vivaient finalement les filiales d'entreprises françaises ici en Suisse cette crise. Et donc, on a eu les résultats qui sont parus, qui nous ont été communiqués hier et qu'on va diffuser assez largement. Et pour nous, c'est vraiment d'être aux côtés de nos membres, je crois, dans les moments qui sont en croisière où tout se passe bien, mais surtout dans les moments qui sont difficiles. Et donc, on a mis en place tout un tas de communications, de webinaires d'information, de contacts réguliers avec les membres pour prendre la température, répondre à leurs besoins et anticiper aussi la reprise avec elles. Madame Babel, je reviens à vous, je n'ai pas oublié la question. Est-ce que l'EPI était prêt j'allais dire, à recevoir, à vivre cette situation, hein? Est-ce que vous aviez anticipé, parce qu'on en connaît, qui avait préparé, anticipé une pandémie, hein, future. Est-ce que ça a été votre cas, ou bien le 17 mars, boum, ça vous est tombé dessus comme ça, un peu sur la tête, comme une météorite? Un peu des deux. Un peu des deux. Un peu des deux, hein. Parce qu'il y a une partie qu'on pouvait imaginer et puis il y a une partie qu'on n'imaginait pas à ce point-là, hein. On n'a jamais imaginé passer aussi vite, en fait, d'un point à un autre. On a pensé que les choses allaient se fermer progressivement, qu'on allait avoir des étapes, et on n'en a en fait pas eu, hein. En 3 jours, en fait, on a dû tout d'un coup tout former, tout réorganiser, recentrer toutes les activités sur les résidences, soutenir les collaborateurs qui étaient aussi en panique, hein, parce qu'il faut imaginer que vous êtes dans des situations, vous devez travailler en résidence, vous devez accompagner des personnes avec des troubles, comme je vous l'ai expliqué, qu'il faut rassurer, mais vous n'êtes pas rassuré. Vous savez pas encore quelles sont les directives sanitaires, il faut les appliquer, mais qui a le matériel nécessaire? Il faut aller le chercher, il faut pouvoir aussi le rationaliser, hein, parce qu'il faut faire super attention. On a quand même des directives qui étaient très claires. Le port du masque devait se mettre seulement dans certaines conditions. Mais ces directives-là, elles sont arrivées quand elles sont arrivées, comme nous, c'est-à-dire qu'on était tous un peu pris de court. Et ça a été effectivement extrêmement compliqué. Alors, vous dire qu'on était préparé à ça, non, parce que toute cette tension qu'il y a eu autour de ces 3 jours quelque part, non, ça on a quand même, on l'a absorbé, mais ça a été un énorme challenge, quoi. Ouais.
on va vous rappeler que vous pouvez à tout moment, si vous voulez, poser des questions, évidemment, eh bien, c'est maintenant sur la colonne bien réservée aux commentaires. Juste, je vais continuer avec vous, Madame Babel. Évidemment que la difficulté, tout le monde s'en est rendu compte, c'est qu'on a affaire à des gens qui sont handicapés. Donc, évidemment, des gens bien qui ne comprennent pas forcément la situation comme on la comprend nous. Donc, ça a été beaucoup plus compliqué pour vous. D'abord, justement, est-ce que ces gens ont compris ce qui arrivait, est-ce qu'ils ont compris la situation, comment leur expliquer justement ces mesures de distance, cette hygiène à partir de maintenant? Comment est-ce que ça a été réceptionné? Ça a dû être très difficile. Très difficile. Bah, écoutez, effectivement, déjà, c'est de pouvoir avec eux suivre les médias, leur expliquer. On a aussi beaucoup utilisé les supports qui existaient pour tout le monde, quelque part, de suivre les émissions, d'essayer de leur expliquer ce qui se passait. Mais ce que vous mentionnez, c'est que la difficulté, il faut imaginer, vous avez notamment des personnes qui n'ont pas la communication verbale, qui communiquent par d'autres moyens, par des pictogrammes, par des gestes, par du toucher, par du contact. Et puis là, tout d'un coup, il faut appliquer la distanciation sociale. Donc, c'est extrêmement compliqué. Il a fallu vraiment, je pense que j'en profite encore pour saluer les équipes sur le terrain qui ont dû, mais tout le temps, réinventer, recréer, réinventer les journées, et puis cette manière de communiquer, cette manière de faire comprendre aux gens les choses, mais en essayant de leur faire comprendre ces règles qui, pour eux, ne correspondent pas à leur manière de vivre. Donc, comme je vous parlais de la distanciation sociale, je peux aussi vous parler des notions d'hygiène. Les notions d'hygiène, pour certains, quand on parle de l'autisme, il y a aussi une hypersensorialité, le rapport à l'eau, c'est quelque chose de compliqué. Vous avez aussi des personnes qui sortent de la marginalité. Enfin, c'est un travail éducatif déjà en soi de travailler sur la partie d'hygiène. Et là, tout d'un coup, ça a été un accélérateur. Après, vous parliez du port du matériel, port de masque. Est-ce qu'on avait le matériel? Là aussi, tout le monde avait envie de porter un masque, mais on n'avait pas les masques suffisants. Et puis après, on s'est dit, la première chose, c'est qu'on va en construire. Donc, on a produit, si vous voulez, on a ouvert en fait une production de masques en tissu pour essayer de permettre à tout le monde de se rassurer, des collaborateurs, mais aussi le port du masque. Quand je vous expliquais les difficultés qu'on peut rencontrer avec ce type de population, le port du masque, c'est pas quelque chose d'évident. Pour certains, ils le supportent pas. Voilà, c'est quelque chose qui est déjà difficile pour nous. Donc voilà, pour eux, c'est devenu très compliqué. On se rend bien compte de la difficulté. On va juste, on parle mesures sanitaires, évidemment, Romain, ça existait aussi chez toi, hein? Oui, alors effectivement, on a mis en place pour les collaborateurs, comme je le disais, vraiment les préconisations de la Confédération. On a acheté assez tôt des masques, des gels hydroalcooliques qu'on a équipés dans les locaux. Il faut savoir que dans les locaux, on a effectivement les propres collaborateurs de la Chambre, mais on a aussi des entreprises qu'on héberge chez nous, principalement des filiales d'entreprises françaises qui sont là en phase de démarrage. Donc on a effectivement une population qui est assez mixée. Alors si on peut avoir des consignes claires qui sont appliquées par les collaborateurs, lorsqu'on en donne aux entreprises qu'on héberge, c'est peut-être parfois un peu plus aléatoire. Donc, il a vraiment fallu sensibiliser tout le monde. Et ça a été un travail important. Mais je veux noter que vraiment tout le monde a fait l'effort, tout le monde a pris conscience aussi de la gravité de la situation et de la nécessité d'adopter ces gestes barrières, ces comportements qui font que finalement on arrive à freiner un petit peu, l'épidémie. Et on voit que ça a relativement bien marché. Maintenant, on verra les prochaines étapes, avec le 11 mai, avec le 8 juin. Mais là, on peut déjà envisager d'avoir un retour, si ce n'est à la normale, en tout cas vers une normalité. Et je pense que c'est ce qui est important pour nos collaborateurs qui ont besoin d'être rassurés et aussi pour les entreprises qu'on accompagne maintenant qui ont ici une vision qui n'est pas tout à fait claire de comment ça va se passer. Donc, c'est un rôle d'information qui est vraiment important. Romain, avec cette crise, est-ce que tu penses que la Suisse va toujours avoir autant d'intérêt pour ces entreprises françaises? Ça va freiner un petit peu. On s'attend quand même à ce que ce soit un peu plus calme. Quel est ton regard? Quel est ton état d'esprit? Alors, nous, l'analyse qu'on porte, c'est effectivement, je pense que là, 2020, j'ai pas envie de dire que ça va être une année blanche, mais je pense que ça va être quand même sérieusement ralenti. La chance qu'on a ici en Suisse, c'est qu'on a un pays avec des fondamentaux qui sont extrêmement bons.
On a un taux d'endettement qui est très bas, 30%. On a un taux de chômage qui est extrêmement bas également en comparaison européenne, qui va augmenter un petit peu. Le FMI a annoncé un recul du PIB à peu près 6 à 7% cette année, mais avec un rebond important en 2021 à quasiment 4%. C'est-à-dire qu'on va finalement avoir ce phénomène de rattrapage qui va être important. Et je pense que dans les projets d'implantation, de développement d'entreprises françaises ici sur le marché suisse, qui viennent y implanter des activités, qui viennent y créer des emplois, on aura aussi ce phénomène de rattrapage qui va se faire. Et je pense que la Suisse va rester dans tous les cas une place attractive. Il y a d'excellents fondamentaux économiques, comme je l'ai dit. Les infrastructures fonctionnent bien, hein, on l'a vu, les infrastructures sanitaires avec les hôpitaux ont extrêmement bien fonctionné. Ils n'ont jamais été débordés. On a même, et je veux le saluer grâce au travail de l'ambassade, pu accueillir des patients français, notamment de l'Est de la France, ici dans les structures hospitalières en Suisse. Et donc, on voit que c'est un pays qui fonctionne extrêmement bien et qui reste attractif pour les entreprises françaises. Ça reste un marché, même s'il est petit, même s'il est parfois un petit peu complexe, parce qu'il y a différentes langues, différentes cultures, même s'il ne fait pas partie de l'Union européenne, il y a cette barrière douanière. C'est un marché qui reste attractif et ça, je pense que sur le moyen terme, ça ne va pas se démentir. Mais effectivement, comme tu le dis, Michel, je pense que 2020, là, on va avoir une baisse dans les projets qui va être relativement importante. Madame Gineb-Aben, on n'a pas parlé encore, en tout cas, on a parlé de ces mesures d'hygiène, hein, ces distances, etc. Au niveau aménagement, ou plutôt réaménagement hein, de vos structures, parce que vous l'avez dit au début, il y a une vingtaine d'endroits où ces gens-là habitent. C'est du reste, on n'en a pas parlé, mais répartis un peu en ville de Genève. Hein. J'en ai pas très loin de chez moi, vers Collonges, à Vesna ou comme ça. C'est réparti, hein, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est réparti sur tout le canton. Et là, il y a eu des réaménagements, forcément, dus à cette situation. Lesquels? Alors déjà, c'est une chose que je tiens à dire parce que c'est quelque chose qui a été très difficile et qui est toujours très difficile pour nous, c'est l'arrêt des visites. L'arrêt des visites et l'arrêt de toutes les activités extérieures. Hein, et qui faisait quand même, je veux dire, ça fait vraiment partie du quotidien des personnes qui habitent dans ces résidences. Et du coup, je ne sais pas si vous imaginez, mais les activités d'une journée pour ces personnes-là, c'est structurant, c'est équilibrant. Et aujourd'hui, en fait, de nouveau, en très peu de temps, on a dû tout annuler et plus de contact facilité avec les proches, les rencontres. Et c'est des choses qui ont été extrêmement difficiles à vivre. Donc, pour ce qui est des visites, on a essayé, alors évidemment, ça remplace pas, mais on a équipé toutes les résidences de iPad pour permettre aussi de pouvoir se rencontrer et se voir, ce qui n'était pas une habitude pour les résidents. Et puis ça, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur et ils apprécient beaucoup ce nouveau moyen de communication, même si ça, de nouveau, encore une fois, ça remplace pas les contacts avec les proches. Et puis, ça veut dire aussi réorganiser complètement les journées avec des activités cuisine, de la gymnastique. Et puis, on a aussi, pour un certain nombre d'entre eux, aussi proposé des activités qu'on avait en atelier. On les a amenées dans les résidences pour justement, là aussi, leur donner un rythme dans leur journée et puis des activités qui sont utiles aux épis. Et voilà, ça c'est une partie de réorganisation. Après, je parlais de matériel. Je veux vous dire, quand il faut équiper et contrôler en fait l'utilisation en fait de matériel sanitaire pour être sûr d'en avoir suffisamment, c'est toute une organisation au niveau des transports, de la centrale d'achat, de l'approvisionnement et qui là a dû se mettre en place en de nouveau très peu de temps. Et puis vous avez tout ce qui est aussi repas. Hein. Les gens ne peuvent plus aller dehors manger. Certains mangeaient dans nos restaurants, d'autres allaient acheter à manger dans les magasins, d'autres allaient au restaurant. Et donc tout ça a dû s'organiser d'avoir une cuisine aussi qui produit des repas pour toutes les résidences, pour tous les jours, matin, midi et soir. Et là aussi, ça demandait une nouvelle organisation. Ouais. On va prendre peut-être un petit commentaire là. Hein. C'est Axel Pivetto qui dit quelle perspective dans les échanges économiques France-Suisse pour les prochains mois. On en a à peine parlé. Quel est l'impact intéressant de la mesure de fermeture des frontières? C'est évidemment à Mathieu que ça s'adresse. À Romain, pardon. Mathieu, j'invente des noms tout d'un coup.
Romain, pardon. Alors, bon, sur l'impact sur les échanges économiques, naturellement, bon, on a eu des échanges qui ont pas cessé d'augmenter ces 10 dernières années, avec des échanges qui étaient quand même relativement équilibrés entre la France et la Suisse. Parfois un léger excédent pour la Suisse, parfois pour la France. Je pense qu'on va avoir un ralentissement général des échanges, il faut pas se le cacher. Maintenant, sur la fermeture des frontières, il faut distinguer deux grandes choses. La première, c'est le transport de marchandises. Lui, il n'a pas été interrompu, donc les marchandises continuent à passer la frontière. Alors parfois il peut y avoir quelques freins parce que les organisations logistiques, la suractivité d'un certain nombre d'opérateurs logistiques fait que les délais sont un petit peu allongés. Donc ça c'est une première chose. Et puis après il y a la circulation des personnes. Dans la circulation des personnes, on a finalement trois catégories. Si on pense aux frontaliers, c'est un cas qui est quand même très important ici à Genève, mais ça l'est aussi à Bâle, ça l'est aussi au Tessin. Les frontaliers peuvent continuer à passer la frontière et à venir travailler côté suisse sur présentation de leur permis de travail. Donc ça, il n'y a pas de difficulté majeure, hormis qu'on a vu parfois quelques fils aux douanes de Bardonnay, de Valard, mais voilà, ça fait partie, je dirais, des contraintes qui sont nées aussi de cette situation. Et je pense qu'au niveau politique et les acteurs consulaires ont fait un bon travail pour régler ça, notamment pour le personnel soignant. Il faut savoir que les HUG a quand même une partie de son personnel soignant qui vient du côté français, ça a été relativement bien réglé. Ensuite, il y a tout ce qui est voyage de loisirs, de tourisme, etc. Donc ça, pour le moment, il faut oublier. Et puis, il y a une troisième catégorie, ce sont les travailleurs détachés. Donc, les Suisses qui vont aller réaliser des prestations de services, qui vont réaliser des chantiers en France. Et contrairement à ce qu'on peut croire, souvent, il y en a quand même un grand nombre d'entreprises, d'artisans suisses qui vont travailler du côté français. Et puis, les Français qui viennent travailler ici du côté suisse. Et là, effectivement, la situation demande à être un petit peu assoupli pour qu'on puisse reprendre pour ces artisans, pour ces prestataires de services, une activité plus proche de la normale que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il y a un travail important à faire à ce niveau-là, mais on en est conscient, on travaille dessus. L'ambassade de France en Suisse travaille également sur ce sujet-là, et donc je pense qu'on va trouver des solutions assez rapidement. Magali Ginet-Babel, c'est un petit message de Daniel Bernard qui met bien que le handicap il le connaît bien, il a participé à un séminaire de foyer handicap avant le confinement et il nous marque, c'est très juste, comment faire comprendre en douceur et avec patience et prudence. Donc en même temps, il vous salue bien, donc c'est signé Daniel Bernard. Si on continue avec vous, Madame Ginet-Babel, qu'est-ce qui a retenu l'épi de cette crise? Là, on est un petit peu, enfin, on espère, au bout du tunnel. Alors, on dit qu'il y aura un après, évidemment, confinement. Vous, cet après-confinement, quelles leçons déjà à tirer, justement, d'être encore plus rapide en cas de crise comme ça, d'être encore plus, comment dire, méfiant, avoir plus de précautions? Qu'est-ce qu'on en retire? Oui, alors je pense qu'effectivement, en termes d'organisation, on a gagné en maturité aussi, de réactivité. On a appris aussi un certain nombre de choses à ce niveau-là. Mais je pense aussi qu'on en a tiré et on en tire encore des bénéfices humains pour l'institution parce qu'aujourd'hui, voilà, comme je vous l'ai dit, certains collaborateurs qui n'étaient pas du tout affectés au travail dans les résidences sont venus aider. D'autres avaient des activités ou des fonctions administratives et sont venus aider. Et quelque part, cette solidarité qui a pu se manifester au sein d'institutions va pour nous être un grand pas en avant et un grand gain pour la suite. Et je pense que ça va nous faire gagner beaucoup de temps parce que c'est vrai qu'on a on réfléchit toujours à comment est-ce qu'on favorise la transversalité entre collaborateurs, etc. Et là, franchement, cette crise nous a amené, mais sur un plateau, cette possibilité et des expériences absolument magnifiques. Romain, toi, ça va être, qu'est-ce qu'il faut en tirer? L'importance du digital, de tout ce qui est un petit peu, les réseaux sociaux, tout ce qui est un peu informatique, parce qu'à préciser qu'en ce moment même, Romain, vous avez une conférence, c'est ça, avec oui, au niveau européen. Qui va être terminée maintenant, qui va être terminée depuis 15 minutes. Oui, voilà. C'était quel type de conférence que vous avez mis en place?
On a émis une conférence avec la chef économiste du groupe Société Générale sur l'impact du Covid-19 sur les économies européennes, donc avec un zoom sur plusieurs économies. On fait partie d'un réseau qui est présent dans le monde entier, hein. On a aujourd'hui 124 chambres dans 93 pays, c'est 35 000 entreprises membres. Et donc, c'est un séminaire qu'on a organisé ici en Suisse, mais qui s'adressait plus largement à nos chambres en Europe. Et on avait à peu près 300 dirigeants d'entreprises qui suivaient ce séminaire. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on faisait pas du tout par le passé. Et finalement, on est forcé un petit peu à cette transition de mettre en place, de digitaliser une partie de notre offre d'information qu'on faisait plus en présentiel. Et ça appelle effectivement des réflexions, c'est-à-dire demain, est-ce que les gens vont toujours avoir envie de se déplacer autant ou pas? C'est une question. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour répondre à des besoins en information plus techniques? Et ça, voilà, c'est les équipes vraiment travaillent sur ces sujets. Et là, on a mis en place sur le mois de mai, sur le mois de juin, des cycles de webinaires, notamment liés à l'implantation en Suisse, qui est un peu notre sujet à nous, c'est attirer des investissements français ici sur le marché suisse. Et pour ça, on peut effectivement distiller de l'information de manière digitale au travers de webinaires. Donc, on s'est équipé finalement, comme beaucoup d'entreprises, comme beaucoup d'associations, d'outils informatiques qui nous permettent de fédérer comme ça des communautés, de les informer. Et c'est quelque chose qu'on a fait finalement un petit peu sous la contrainte et pour lequel on trouve quand même beaucoup d'avantages. Donc voilà, si on veut tirer aussi le positif, je crois qu'il y en a dans toutes les situations. Nous, on a eu un renforcement aussi, même si les équipes se voient moins, comme on est sur des sites distants à Bâle et à Zurich également, on a eu un renforcement des équipes qui travaillent aussi beaucoup plus ensemble en mode projet sur les différents sites au travers des outils digitaux. Et puis on a cette transformation digitale de la partie information, en tout cas des activités de notre chambre, qui s'est développée de manière rapide et de manière importante. Madame Ginette Babel, on parle beaucoup, hein, c'est dans l'air du temps, évidemment, des réseaux sociaux, de tout ce qui est un peu digital, numérique, etc. Vous en avez besoin dans ce que vous faites? C'est quelque chose dont vous tenez compte et que vous essayez de développer aussi dans votre métier, dans votre activité? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, comme je vous l'ai dit déjà, on a pu développer cette activité au travers des iPads là pour qu'on renforce justement cette communication vidéo avec les proches. Et ça, c'est quelque chose que on n'avait pas développé. On était aussi dans une volonté d'aller vers le télétravail pour une partie de nos collaborateurs. Eh bien, parce qu'on a quand même 20% des collaborateurs qui font plutôt de l'administratif. Là aussi, on était dans cette volonté. Là, on a eu un accélérateur. En 3 jours, on a pu mettre tout le monde au travail à la maison. Donc voilà, oui, on est en train d'avancer là-dessus. On est aussi intéressé par le développement du digital pour certaines approches du handicap avec des expériences qu'on peut les aider à vivre en fait par des créations de différentes stimulations. Donc oui, c'est de toute façon quelque chose qui nous intéresse et qui doit se développer encore au sein des EPI. Merci beaucoup, en tout cas, Magali Ginette Babel, d'avoir été avec nous. Et puis, merci également Romain Durier, un directeur de cette chambre de commerce France-Suisse. On vous souhaite en tout cas bonne chance dans vos activités respectives. Portez-vous bien surtout. Nous, on vous remercie d'avoir été avec nous. Et puis, le mardi, vous le savez, eh bien, il y a une petite séance de rattrapage qui est à partir de 17h. Donc, on se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi. Et puis, en attendant, bien, évitez, vous le savez très bien, de sortir de chez vous dans la mesure du possible. À tout à l'heure. Merci. Ciao. Merci. Merci.